Bienvenue sur Talk, nouveau format. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour commencer? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Nassim, j'ai 33 ans. J'aime plein de choses, la danse, j'aime bien travailler sur des projets à impact sociaux et tout ça, et la musique. Ok, un plaisir de te recevoir dans mon émission, puisque déjà on se connaît depuis longtemps. Depuis. Et puis c'est cool d'échanger, je te suis un peu sur les réseaux LinkedIn et c'est comme ça que ça m'est venu l'idée de t'inviter. Donc on va prendre un peu plus de temps pour te connaître. Première question, en quoi consiste ton activité? Alors mon activité consiste à accompagner des projets à impact sociaux ou environnementaux dans leur développement, soit côté commercial, vente de services ou de biens, soit développement de partenariats ou développement de réseaux pour permettre au projet de grandir et d'avoir un meilleur impact sur la société. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, ainsi que les événements décisifs qui t'ont donné l'envie de faire ce métier-là? Ouais, bien sûr. En fait, je peux mettre deux éléments en parallèle. Il y a d'un côté, je suis bénévole depuis que j'ai 11 ans. J'ai commencé avec le conseil municipal des jeunes dans la ville de Saint-Maurice, là où j'ai grandi. Et donc en fait on portait des projets un peu comme des élus, comme les grands, mais sauf qu'on faisait ça à notre échelle. Et donc ça m'a permis après d'être bénévole dans plein d'associations. Et donc ça c'est d'un côté. Et d'autre part, en fait, quand j'étais à l'école, j'aimais bien la physique, la chimie, donc j'ai fait un peu tout ça. Et puis il y a un moment, quand on allait en Algérie voir ma famille, je voyais qu'il y avait des problèmes de gestion de l'eau. Et du coup je me suis dit, bah tiens, je vais aller foncer là-dedans. Et du coup, après mon bac pro, j'ai fait des études en ingénierie de l'eau et de l'environnement en me disant, bah tiens, je vais essayer de trouver des problématiques à résoudre à travers ça. Pour revenir sur le bénévolat, du coup, cette fibre, tu l'as découvert comment? Et qu'est-ce que le bénévolat t'apporte? Est-ce que tu en fais encore aujourd'hui ou pas? Comme je disais, avec le conseil municipal des jeunes, ça m'a permis d'être en contact. Au début, c'était des maisons de retraite, après, c'était des hôpitaux. Je faisais de la danse hip-hop, donc en fait, on allait faire des spectacles dans les hôpitaux, en maison de retraite et tout ça. Et donc ça m'a permis de me dire, bah tiens, c'est cool, sur du temps libre, en fait, je peux participer à plein de projets qui vont aider des gens. Et je me rends compte maintenant qu'en fait, ça m'a beaucoup servi à développer mon réseau de contacts. Enfin, plein de gens qui m'apportaient plein d'idées, d'informations, qui m'ont aidé dans des trucs. Et par ailleurs, bah en fait, tu comprends un peu ce qui peut se passer dans la vie des gens qui sont pas comme toi, ou bah tiens, j'avais des enfants qui avaient mon âge et qui étaient en hôpital, en fauteuil roulant et tout ça, et quand tu as 15 ans et que tu te rends compte de ça, en fait ça te permet de te poser des questions et de réfléchir un peu sur ce qui se passe dans la vie, quoi. C'est vrai que le bénévolat il permet de faire des rencontres quoi qu'il arrive. Et en tout cas moi, même pour moi personnellement, c'était un gros apport quoi qu'il arrive. Et donc la danse, le fait de rencontrer des gens, le fait d'être bénévole, donc du coup d'être à la rencontre des gens. Et j'ai l'impression que ça se perd ça. Ouais. Ou que ça se perd ou non, peut-être moi j'ai cette fibre là, toi aussi tu l'as, mais j'ai pas l'impression que c'est forcément, enfin les gens ne se rendent pas compte de tout cet apport, tout le bénéfice. Ouais. Toi t'en penses quoi toi de tout ça? Bah ça tombe bien parce que là en ce moment je travaille là-dedans. En fait je me rends compte que la dynamique du bénévolat change. Il y a de plus en plus de gens qui veulent faire du bénévolat qu'on appelle ponctuel. Et en fait, je pense qu'il y a aussi, faut s'adapter aussi à ça. Et donc comment faire pour accompagner les gens à être bénévoles au moins une première fois pour essayer de tester et leur faire et qu'ils puissent comprendre que il y a un certain bénéfice. Par contre, on voit très bien que les gens, une fois qu'ils ont goûté, ils se rendent compte en fait de la puissance que c'est. Parce qu'effectivement, on pense donner, on reçoit tout autant parce que on apprend énormément de choses des gens qu'on accompagne ou de nous-mêmes. En fait, on apprend à se connaître parce que on réagit à certaines situations, on apprend des choses qu'on fait pas dans notre travail ou à l'école ou à la maison. Et donc parfois ça nous permet même de développer de la compétence ou découvrir, je sais pas moi, le monde, sortir de sa ville, sortir de son pays. Donc je pense qu'il y a vraiment une valeur ajoutée personnelle qu'on peut aussi valoriser derrière dans le monde du travail ou dans des expériences quelles qu'elles soient. Et du coup ton regard sur les gens parce qu'il y en a beaucoup en fait, plein de personnes n'ont pas le temps de faire du bénévolat ou l'envie ou pas. Moi j'ai pas l'impression que ce soit qu'une fibre. J'ai pas l'impression que ce soit qu'une fibre du bénévolat, mais peut-être que par moi, la danse, comme j'ai commencé, ça m'a permis de ça, mais qu'est-ce que tu as comme regard des gens qui disent « ouais, non, j'ai pas le temps » ou qui, du coup, comme on talk, c'est sur l'entrepreneuriat, parce qu'ils veulent faire plus d'argent, ils ont l'impression qu'ils perdent du temps, donc perdent de l'argent. Ouais. Y a un truc, je trouve, dans la vente et le marketing, il y a une règle qui est assez intéressante qu'on retrouve dans plein de secteurs, plein de règles mathématiques, la règle des 80-20. Et en fait, je pense qu'il y a un truc dans le marketing ou dans la vente, c'est 80% de love, 20% de vente. Et du coup, ça me retrouve très bien dans cette notion d'engagement et bénévole ou l'engagement de manière globale. C'est que si tu donnes
tu reçois toujours autant. Mais sauf que c'est un investissement. Ça met du temps, ça se construit. Et cette notion d'avoir le temps ou non de faire du bénévolat, par exemple, je pense que c'est pas tant la question, c'est de comprendre à quel point on a des choses qu'on fait déjà bénévolement. Parfois, il y a des gens qui font plein de choses, je sais pas moi, tu vas aider ta voisine ou être mentor pour ton voisin qui cherche un stage, il y en a plein, et ils le font naturellement, en fait, ils se posent pas de questions. Mais ça, c'est un engagement pour moi et qui est tout à fait bénévole, donc en fait, des fois, on s'en rend même pas compte. Donc ça, c'est une chose. Et deuxième chose, en fait, c'est que parfois, il y a un manque de connaissances sur ce qu'on est capable de faire en tant que bénévole. Et donc ça, c'est un truc que j'aime bien faire, en fait, quand je rencontre des personnes, les aider à se poser des questions, en fait, sur est-ce que c'est vraiment une question de temps ou d'envie, ou en fait que tu sais même pas que c'est possible dans certaines conditions. Et moi, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui sont mentors pour soit des plus jeunes, soit d'autres entrepreneurs. Et ça, ils le font bénévolement, en fait, parce qu'ils se disent que c'est cool. Et il y a même de grands entrepreneurs qui mettent dans ce qu'on appelle la règle des 5 passions ou des activités, et qui disent qu'il faut être mentoré et mentorer quelqu'un. Donc ça veut dire qu'on se fait mentorer par quelqu'un, et nous-mêmes on peut mentorer quelqu'un qui a entre guillemets un niveau différent du nôtre. Et ça nous apporte beaucoup, parce qu'on va apprendre des autres, de leurs difficultés, de leurs problématiques, de leurs besoins, et nous on va essayer de chercher dans nos expériences ce qu'on peut faire pour leur apporter, et ça va nous permettre nous de grandir de ce point de vue là. Et je trouve que ça c'est un truc assez puissant, en fait, et on s'en rend pas compte tant qu'on n'a pas expérimenté. Ouais, c'est clair. Et du coup, pour revenir à l'environnement, ça t'a touché depuis l'enfance ou avec le temps? Ouais, donc moi j'avais, je pense, 15 ans à peu près. Chaque année, je vais voir ma famille en Algérie. Et il y a une année, moi j'avais peut-être 15 ans, un truc comme ça. Donc j'ouvre l'eau du robinet et je me dis, c'est vrai, il y a cette problématique-là, en fait. Je vais chez ma grand-mère, il y a de l'eau. Je vais chez ma tante, elle habite à côté du château d'eau et tout ça, il n'y a pas d'eau, au 10e étage, et je comprenais pas. Et comme moi j'étais à l'école en industrie chimique et tout, je me suis dit, tiens, c'est un secteur similaire. Qu'est-ce que je peux faire moi en continuant mes études, en me disant, tiens, je vais essayer de comprendre pourquoi il y a ce problème-là et comment faire pour aller résoudre cette problématique-là, soit en Algérie, soit dans d'autres pays à l'étranger qui ont des difficultés avec ça. Et en fait, au fur et à mesure de mon parcours avec l'alternance et puis l'école, on a monté des projets, etc. Et donc ça m'a permis d'avoir une conscience un peu plus importante sur les problématiques environnementales. Donc ça, c'est un fil rouge que j'ai eu depuis très longtemps. Maintenant, ça fait peut-être 15 ans, c'est ça. Ça fait plus de 15 ans. Et ça m'a amené à d'autres problématiques qui sont plutôt sociales, du coup. Parce qu'en fait, on est dans un environnement donné, et puis la planète, on vit dedans. Donc en fait, sinon on est en difficulté, à cause des problématiques environnementales, faut essayer de voir un peu derrière ce qui s'y passe, quoi. On n'est pas chez nous, en fait. On n'est pas chez nous, on n'est pas chez nous. Parce que on l'oublie. Mais... C'est vrai qu'en fait, en disant ça, en faisant ça, il faut respecter la nature, en fait, en vrai. Ouais. Parce qu'en fait, c'est comme si chez toi, tu jettes et tu fais n'importe quoi, et puis t'en as rien à cirer, et puis tu dis, voilà, quoi. Ouais. Ok, d'accord, cool. Tu es assez à l'aise dans le relationnel, avec une aisance, ça devient d'où? Tu étais de nature toujours comme ça, ou... non, ou tu penses que c'est... Comment tu l'expliques? Ouais, y a plein de choses. Je pense que j'ai beaucoup appris de mes parents. Mon père, je pense qu'il a bien la tchatche, ma mère aussi. Mais en fait, il y a un déclic que j'ai eu, c'est quand j'ai commencé la danse. En fait, moi, je parlais beaucoup à l'école, pipelette, tous les bulletins, tout ça, j'aimais bien bavarder et tout ça. Mais il y a un truc que j'ai compris avec la danse, c'est déjà comment gérer mon corps. Et puis le relationnel, parce qu'en fait, avec les battles, les compétitions, les événements, on avait des projets à l'étranger, en Pologne, en Italie, tout ça. Donc ça m'a amené à rencontrer énormément de monde au quotidien, tout le temps. Et je me suis rendu compte, c'est cool d'aller rencontrer des gens, essayer de comprendre ce qu'ils font, ils nous racontent leur vie, etc. Et donc le fait de rencontrer beaucoup de monde grâce à la danse, et puis aussi moi-même, comment j'exprime mes émotions, comment j'exprime ce que j'ai envie avec la danse, ça m'a permis en fait d'avoir ce côté relationnel assez puissant. Enfin, là je pense un peu souvent que ma vie finalement c'est un peu comme un long freestyle pas tranquille. Donc tu rentres, t'as la musique, t'as une émotion, il y a un gars qui a balancé un move, et moi j'arrive, je vais répondre avec tel mouvement, et en fait c'est une discussion, quoi. Sauf qu'on utilise la danse. Et je pense qu'aujourd'hui, dans mon métier de relationnel, en fait je m'exprime de la même manière que quand je m'exprime en dansant. Ok, tu penses que les gens sont, au vu de tes rencontres, assez sensibles
à l'environnement ou pas encore assez, ou peut-être ça s'améliore avec le temps vu que ça fait un petit moment que tu es dedans? Disons, voilà, moi j'ai une vision un peu sur les enjeux environnementaux et sociaux. Donc les deux au même niveau, hein, pour moi, c'est au même niveau, hein, puisque les êtres humains font partie de la planète. Il y a vraiment une conscience, je pense, qui grandit, notamment grâce au réseau, aux médias, tout ça. On a quand même une connaissance globale qui est plus importante. Néanmoins, je trouve qu'en même temps, on est de moins en moins conscient, parce que je pense qu'on ne fait pas assez attention autour de nous à ce qui se passe vraiment au quotidien. Je passe même dans les transports, le métro, des fois on est pressé et on ne se rend pas compte qu'à côté, il y a quelqu'un qui a besoin d'une place et nous, on veut à tout prix prendre la place. Je pense qu'on est un peu dans le flot de nos modes de consommation et du quotidien. Et malgré le fait qu'on ait une connaissance, on va dire, des problématiques au niveau global, environnementaux, etc., je pense que c'est aussi difficile par ailleurs, à travers nos activités, nos métiers, nos relations, nos manières de consommer, de pouvoir vraiment transformer nos habitudes. Parce que c'est dur en fait de transformer ses habitudes. Donc je dirais qu'il y a peut-être une schizophrénie en fait entre ce qu'on voit comme problématique et à quel point on est en capacité de changer et de savoir faire quel choix en fait pour changer, quoi. Comment tu fais pour du coup aller démarcher les gens, les partenariats, etc. Ouais, je fais un peu comme avec la danse. Freestyle. Freestyle. Bon, après là c'est plutôt un freestyle organisé. Donc en fait avec mes différentes expériences, j'ai appris des méthodes commerciales, etc. Donc je vais utiliser des méthodes de prospection et classiques. Mais après c'est plutôt dans ma manière d'être que j'essaie d'avoir déjà une éthique. Donc je vais pas forcer des trucs, ça sert à rien. Et je vais peut-être plutôt créer de la confiance sur le long terme, vraiment comme un échange en danse, c'est-à-dire que il y en a un, il va apporter des mouvements, moi je vais apporter d'autres, et on va continuer comme ça sur le long terme et on va s'apporter les uns les autres. Et donc l'idée c'est toujours d'essayer de comprendre de quoi a besoin la personne en face de moi, d'essayer de comprendre sa problématique, ses problèmes, ses difficultés, et de voir en quoi moi ou les projets que j'accompagne, je peux l'aider. Et toujours en identifiant un peu le contexte de sa problématique, je vais essayer de voir dans quelle mesure les projets que j'accompagne ou que je connais peuvent répondre à leurs problématiques. Et comme ça, au moins, moi j'ai résolu son problème, j'ai pas forcé une vente ou un partenariat pour rien, et on est plus dans la co-construction. Comment moi je peux faire décoller mon projet, et en quoi ce projet-là il peut lui rendre service. Et je pense que c'est pour moi la clé d'une relation en fait entre un client et un prestataire ou entre deux partenaires. T'as pas peur d'être en galère de travail? C'est une bonne question. Il y a pas mal de gens que je côtoie dans l'entrepreneuriat ou même sur leurs activités qui se posent cette question. Moi, à titre personnel, ça fait plusieurs années que j'évolue dans cet écosystème. Et donc l'idée, c'est pour moi de construire déjà une crédibilité. Parce qu'en fait, ça fait des années que je travaille sur des projets pareils. Et du coup, j'ai presque envie de dire que les opportunités s'offrent à moi, en fait. Elles viennent. Et il y a une méthode que j'aime beaucoup, c'est celle d'un agriculteur. En fait, on va semer des graines et on va récolter les fruits le jour où ils sont matures. Et en fait, c'est en ça où pour moi une relation partenariale éthique et sincère permet sur le long terme en fait d'en retirer des fruits. C'est-à-dire que tu vas semer des graines un peu partout. Et le moment où la personne elle est prête, le projet il tombe. Ouais. En général, moi j'ai eu de la chance jusqu'à présent. Ça tombait à des moments où c'était le bon moment pour moi de travailler là-dessus. Et en plus, je pense qu'il faut être, pour mon regard extérieur, je pense qu'il faut être force de proposition, quoi qu'il arrive. Semer des graines, c'est ça en fait. Toujours apporter des nouveaux projets, toujours être dans la création. Comme on danse en fait en réalité. C'est exactement ou comme un artiste en vrai, c'est la même chose que le commercial, il faut créer. À partir du moment où tu ne crées pas, en tout cas pour moi, pour un artiste, à partir du moment où tu ne crées pas, tu n'es plus artiste. Et dans le business ou dans le comment on parle d'entrepreneuriat, là aussi c'est la même chose. Même si tu as ton job à côté et tes rentabilités qui truc, on ne sait jamais de quoi tu vas faire, être toujours force de proposition ou du coup développer d'autres choses. Mais en fait, en réalité, par exemple, généralement quand tu développes, tous les corps de métier se touchent, il y a un lien, tu vois. Même si ça vient pas de nulle part, il y a toujours un lien quelque part. Les gens ne se rendent pas compte que en fait tu fais plein de petits bébés, qu'ils ont des liens, etc. et qu'ils s'enchaînent et tout. Je réponds moi-même à cette question, c'est t'as peur de ne pas avoir de travail? Non, parce que je suis force de proposition quoi qu'elle arrive, donc un autre va me proposer des trucs qui sont en rapport, parce que j'apporte quelque chose de nouveau. Mais ça, je pense qu'il faut que dès le plus jeune âge, on nous apprenne cette possibilité-là. Et je pense que moi, typiquement, je l'ai vécu à l'école, mais on nous apprend pas assez à nous dire qu'il faut créer des opportunités
et pas juste répondre à une demande. Ouais. Et dans le sens où, comme on nous apprend toujours à apprendre par cœur et faire des... Bêtement. Voilà, on nous apprend à apprendre par cœur et après remplir un contrôle, et bah du coup t'es dans la réponse à une demande particulière. Alors que si on est proactif et qu'on développe notre propre capacité d'apprentissage et de se dire bon bah tiens, où est-ce que je vais aller fouiller parce qu'il y a un truc à aller chercher, et de pas sortir en fait du... Ouais, en fait voilà, c'est ça, on nous apprend pas à sortir des rails. Du coup, développer, créer, c'est sortir des rails pour aller créer des opportunités là où elles n'existent pas forcément encore. Et ça, c'est une compétence en soi, quoi. On te formate. Ouais. On te formate et... Ouais, de toute façon, après, c'est toujours la même chose. Hein. Moi, comme j'ai dit, j'ai déjà développé, je peux le développer, je crois que je peux faire même des tests par rapport à ça. Être artiste, parce que moi, je me considère comme artiste, même si je suis un artiste entrepreneur, parce que je fais du business, quoi qu'il arrive, c'est d'être marginal. En vrai, donc, dans la thèse, pour aller chercher plus loin, c'est est-ce que tu as envie de ressembler, rentrer dans une case, comme on va te formater à l'école, ou comme dans la vie actuelle, on te formate, ou tu as envie d'être toi-même, et faire ce que tu as envie d'être toi, et de, tu vois, etc. Tu vois, en réalité, c'est ça en fait, en vrai. On est dans une marginalité où il faut faire ci, tac, c'est comme ça, bah vas-y, bah 35 heures, bah non, bah si t'as pas ton CDI, c'est trop, etc. Et là, si t'as pas ton CDD, c'est chaud, etc. Oh, il y a du travail pour tout le monde, et même si t'es dos au mur, s'il faut aller travailler, il faut travailler, tu vois. Ouais. Mais du coup, quand t'as le choix, bah tu cherches, quand t'as pas le choix, pour nourrir tes enfants, bah tu prends ce qu'il y a et il y a toujours du taf. Ouais. Sinon, Pôle emploi n'existerait pas. Ils ont des milliards de D'ailleurs, Pôle emploi, c'est comme ça que ça a été créé. À l'époque, c'était pas encore Pôle emploi, mais c'est parce que les gens, ils étaient dans leur CDI, je crois dans les années 70 ou 80, je sais plus. On a créé cette agence-là pour permettre aux gens de bouger. Ah. De leur dire, attendez, vous pouvez changer de travail. Regardez, ça existe. Pour pouvoir permettre à d'autres entreprises de recruter des gens. C'était pour dynamiser l'emploi qu'on a créé Pôle emploi à la base. C'est un truc de malade. Et là... L'histoire, elle est pas assez cool. Elle est lourde, cette histoire. Bah, tu vois comment on a... Bon, après, il faut aider, je pense, les gens et tendre la main, tu vois. Mais par exemple, moi, sur ce système-là, moi, je trouve qu'on... Des fois, c'est pas aider les gens. De mon point de vue, au bout d'un moment, il y a des gens qui préfèrent ne pas aller travailler parce qu'ils ont plus d'aide ou voire autant d'aide que s'ils ne travaillaient pas, tu vois. Et du coup, ils ont l'impression que d'avoir ce montant d'aide, ça leur appartient, alors que c'est des aides qui sont censées être retirées pour que tu puisses évoluer. Et je me rappelle une phrase que mon frère m'a dit qui m'a fait beaucoup évoluer, parce que moi, j'aime pas trop payer mes impôts, tu vois, on aime bien bifurquer. En fait, la phrase, c'est... En fait, tu es obligé de payer des impôts, parce que si tu payes des impôts, c'est-à-dire que tu as une place dans cette société et que tu existes. Et donc, plus tu payes d'impôts, et mieux c'est, même si c'est relou, il faut payer des impôts et c'est important, tu vois. Ouais. Et ça a changé un peu ma vision de... Je suis bon, ok, d'accord. Ouais, parce que tu apportes et on apporte tous un impôt commun, voilà. Et l'idée, c'est de redistribuer. Ouais, c'est ça. D'où devient cette sensibilité, du coup? Tu m'avais dit, c'est à peu près la même chose, c'est avec les... Ouais, non, Tu penses d'où vient cette sensibilité? Ouais. Parce que du coup, pour travailler dans le social ou dans l'environnement ou dans le bénévolat, il faut avoir une certaine sensibilité. Tu penses que tu l'as développée toujours ou ça devient d'où en fait, tu penses? Mes expériences de vie. Okay. Donc soit familiale, soit autour de moi, mon environnement. Donc voilà, il y avait cette fameuse expérience quand j'étais gamin et que j'allais en Algérie. Quand j'ai été bénévole, par la force des choses, en fait, j'étais à l'école, on m'a proposé de faire ça, du coup j'ai continué là-dedans. Et en fait, ce qui est assez intéressant, comme dans n'importe quelle activité, discipline, quand on met un pied dedans et qu'on essaie de creuser, on tire un fil, en fait, il se passe plein de choses. Et je pense que c'est ça qui est assez intéressant, c'est que pour moi, il faut tirer un fil qui nous intéresse. Et ça, c'est même une méthode que j'utilise d'ailleurs pour développer mes projets, mes activités. Et en fait, ce fil-là, il nous apporte d'autres fils, etc. etc. Et c'est un peu comme quand on va à la fête foraine et qu'on voit le truc avec les fils. Des fois, on tombe sur un petit truc, des fois, il y a un gros nounours, mais il y a toujours quelque chose au bout du fil. Et donc, c'est ça qui m'a permis aussi de développer de plus en plus ces sensibilités-là et d'en avoir fait un vrai mode de vie, en fait, dans le sens où moi, ça fait 10 ans ou plus que en fait, je choisis de travailler sur des projets qui me concernent, qui me tiennent à cœur. Et je pense que c'est important de pouvoir être en phase avec ses valeurs et avec qui on est. Un film ou une chanson qui t'inspire? Ouais. Il y a La haine de Mathieu Kassovitz avec Vincent Cassel et Saïd Tarmaoui. Ça pour moi c'est un gros classique. Après bon, je pense qu'on pourrait parler, je sais pas moi, Scarface, il y a plein de films comme ça qui m'apportent
plein de sujets. Et après, en termes de chansons, je pense il y a MC Solar. Ça a été un rappeur, un artiste que j'ai beaucoup écouté quand j'étais plus jeune. Il y a un morceau qui s'appelle Lève-toi et rap. Et il avait une punchline, c'était ah ouais. On m'en voulait parce que j'avais ce qu'il voulait, un style qui m'était propre et le verbe au plus que parfait. Et je pense que cette phrase, ça me correspond plutôt bien parce que j'ai toujours cherché à ce que tu disais tout à l'heure sur ta personnalité, ton originalité. Et en fait, c'est ça, comment tu fais pour développer ton propre truc. Et même si t'es un peu en marge de ce qu'on te dit ou de faire ou quoi, bah en fait, tu sais que t'es déter et t'as la vision de ton truc et tu continues. Et puis il y a un dernier morceau, notamment par rapport aux engagements, tout ça, Demain c'est loin de IAM. Ah ouais, là, ça c'est... Classique. C'est un gros classique, là, 25 ans après, c'est toujours aussi vrai. Ah, c'est lourd. Et ça, c'est un truc qui me donne de la force quoi, pour le quotidien. Des figures célèbres, du coup, qui t'inspirent? Bah, ouais, je pourrais citer plein de gens célèbres. Après, je pense qu'il y a un truc aussi, c'est les gens du quotidien. En fait, on rencontre tout un tas de personnes. Et en fait, je pense que j'ai rencontré plein de gens à des moments de ma vie. Toi, tu m'as appris de la danse. Je me souviens, mes premiers pas de danse, j'étais complètement éclaté. Bah, grâce à ces premières expériences, j'ai tiré un fil, j'ai rencontré des gens, je sais pas moi, à Créteil, je pense à Roméo, je dirais peut-être un mentor dans la danse qui m'a permis de voir un peu. En plus, lui, c'était cool parce qu'il avait été ingénieur informatique et il déchirait en danse. Donc je me suis dit, bah tiens, c'est cool, je peux aller déterre dans mes études, en même temps avoir un style de ouf et vraiment performer. Donc je pense vraiment il y a un truc des gens du quotidien en fait. Je dirais vraiment que j'ai rencontré plein de gens qui m'ont inspiré tout au long de ma vie pour en être là aujourd'hui. Ta plus grande victoire? Ouais, avoir réussi à aller là où je voulais aller. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, je suis vraiment à une place qui correspond à ce que j'avais envie quand j'étais plus jeune. Je fais pas exactement le métier que je veux et que j'avais en tête, mais je suis exactement à la place dans laquelle je suis, c'est-à-dire que je fais ce que j'aime. Je fais un travail qui correspond à ma personnalité, à mes compétences, mes capacités, et ça répond à mes valeurs, quoi. Il fut un temps aussi que tu sensibilisais les autres à travers des rencontres RH. C'était quoi les enjeux et tu penses qu'il y a toujours autant de discrimination en société ou en entreprise du coup? Ouais. Alors j'avais travaillé dans la formation en entreprise, ouais. Donc l'idée c'était d'accompagner les accompagner sur les thématiques de discrimination. Donc on parlait de handicap, de discrimination à l'embauche, égalité femmes-hommes. Et c'est vrai que je me rendais compte en fait des problématiques qu'il y avait. Et donc j'ai entendu plein de trucs qui étaient assez impressionnantes et je pense qu'il y a un gros travail à faire encore sur les discriminations. Je l'ai même vécu il y a quelques temps pour rechercher un appart, tu vois. Enfin, donc en fait on voit encore qu'il y a des grosses marches. Je dis pas qu'il s'est fait quand même beaucoup de choses. En 30 ans, on a quand même, je pense, assez évolué dans la société, mais je peux pas dire qu'on a résolu le problème. Il y a encore un gros gap à franchir et un gros truc générationnel sur lequel travailler. Ok, qu'est-ce que tu souhaites dire aux jeunes générations? Qu'est-ce que je pourrais dire aux jeunes générations? Bon, j'ai un truc un peu cliché, mais croire en ses rêves. Franchement, être déter et se dire que c'est possible. Après, la vie ne fait que des fois on a des grosses galères et on pense que c'est pas possible, mais en fait c'est ce qu'on disait tout à l'heure, créer les opportunités. Et ça c'est pas simple, mais il faut vraiment aller chercher quoi. Et je pense qu'on le fait au quotidien, mais il faut juste se dire que ça, on peut le faire pour un petit bout, je sais pas, moi je dis un truc, on veut percer dans le foot ou dans la danse ou dans un truc, mais si ça n'a pas marché là, comment on peut faire pour utiliser notre énergie pour le faire ailleurs? Moi je l'ai vu pour la danse, tu vois, je vais pas percer dans la danse, mais en fait tout ce que j'ai fait dans la danse m'a permis d'être qui je suis et de développer, de percer là où j'ai eu envie de percer quoi. Le mot de la fin. Croire en ses rêves. Ok, en tout cas merci. Merci beaucoup et à très vite.